Dans cette partie du TP, nous allons chercher des indices de subsidence thermique. Donc, comme on a dit, puisqu'il s'agit de subsidence, il y aura des bassins sédimentaires et elle est thermique parce qu'elle est tardio-orogénique, c'est-à-dire dans la fin de l'histoire de cet orogène, de cette chaîne de montagnes. Donc, c'est lors du démantèlement de la chaîne hercynienne. Cet étalement tardio-orogénique, pour la chaîne hercynienne, elle se fait à l'époque du Carbonifère, qui, comme son nom l'indique, produit du charbon, et en particulier en France, on voit beaucoup de sédiments nommés H3, H pour houiller, puisque ça donne justement des gisements de houille. Donc nous cherchons bien sûr des bassins en extension, puisqu'on est sur le réétalement de cette chaîne. Donc dans un premier temps, travaillez sur le massif armoricain, et vous allez chercher des bassins en poule à part. Donc je vous rappelle ce que sont les bassins en poule à part. Il faut identifier une faille décrochante mais qui n'est pas complètement linéaire. Si on suppose que ce compartiment est fixe et que l'autre compartiment se déplace dans ce sens-là, donc la première limite là n'a pas bougé, hein, je redessine exactement la même chose. Maintenant vous faites bouger le deuxième compartiment qui se retrouve donc désormais ici, ce qui nous crée un espace entre les deux. Et cet espace, c'est le bassin sédimentaire en poule à part. Donc cherchez des choses qui ressemblent à ça. Alors je vous donne des petits indices. Cherchez plutôt autour de Laval, cherchez plutôt autour de Châteaulin. Et puis bien sûr, pensez à chercher du Carbonifère et du houiller en particulier. Ce n'est pas écrit sur la carte de France, donc je vous le dis. Il y a dans ce houiller, qui est dans ces bassins en poule à part, ce sont essentiellement des molasses. Donc à vous d'en déduire l'origine des sédiments qui ont donné ces molasses à l'époque du houiller. Exercice de transposition, maintenant vous passez sur le massif central et vous cherchez la même chose, mais dans le massif central du côté de Saint-Étienne. Et c'est à vous désormais d'identifier le type de bassin caractéristique de Saint-Étienne et qui a permis à l'industrie lourde de s'installer justement autour de Saint-Étienne et les usines Michelin en particulier. Observez aussi justement dans cette zone, sur l'ouest du Massif central, les failles normales. Donc les failles normales, elles sont de la même époque, hein, c'est toujours cette extension tardi-orogénique. Donc dans la prochaine diapo, dans les deux prochaines diapos, je vais vous proposer des agrandissements de Massif armoricain et du Massif central si vous n'aviez pas facilement accès à Infoterre. Et cherchez tout ça et ensuite mettez en pause avant que je vous donne la solution. Alors ici, vous avez une échelle des temps géologiques de façon à ce que on replace notre travail dans son contexte. Donc le primaire commence ici à moins 540 millions d'années et c'est l'orogénèse cadomienne que nous avons déjà décrite dans le massif armoricain, la partie nord et centrale du massif armoricain. Disparition de la chaîne cadomienne à l'Ordovicien, ce qui en fait une période un petit peu plus froide. L'orogénèse hercynienne centrée sur le Dévonien, le début du Carbonifère. Et puis disparition de la chaîne hercynienne à la fin du Carbonifère, début Permien. Donc ce que nous sommes en train de regarder, c'est comment est-ce qu'on va avoir un réétalement, et donc avec un certain nombre de failles qui vont rejouer en faille normale, donc c'est le contraire de ce qui est dessiné ici. Toutes les failles vont rejouer en faille normale, tout ça va s'étendre, et est-ce que je peux trouver justement des signes de réextension de cette chaîne de montagne, ce qui me permettra de dater d'ailleurs la fin de cette collision. Donc si vous avez bien cherché, vous avez dû en trouver par ici, donc au centre du massif armoricain, un ici. Il y en avait aussi des plus petits par ici, plus petits, plus plissés, donc pas vraiment en poule à part, c'est la couverture sédimentaire plissée. Et puis le fameux bassin de Saint-Étienne. Donc on va aller voir tout ça en détail. Donc prenons d'abord le centre du massif armoricain. On repère la faille
décrochante qui est ici. Donc ici le figuré de failles décrochantes. Donc l'élément central se déplace vers l'est. On a bien sûr les grandes failles décrochantes, les grandes failles sud-armoricaines, mais peut-être que dans le cadre de ce qui nous intéresse, c'est peut-être plus probablement cette faille-ci, prise en relais par cette faille-là, qui est la limite de notre structure. À l'intérieur de cette structure, que vous êtes allé étudier en travaux, en excursion, hein, puisqu'on a ici la pointe de Camaret, on voit donc que les dépôts sont essentiellement des dépôts houillers, H2, donc milieu du Carbonifère. Il y a bien sûr d'autres sédiments plus anciens qui sont présents, comme par exemple du Briovérien. Il y a aussi des terrains magmatiques, dont on ne va pas s'y intéresser pour le moment, parce que visiblement ils sont postérieurs au bassin en Poulapart que nous souhaitons étudier. Par exemple, si on se centre sur ce bassin en Poulapart, on retrouve ici une grande faille décrochante, mais qui est recoupée par ce massif 18. Donc on sait que ce massif 18, il est postérieur à la mise en place de la faille. Et si on vient regarder ici, il est là, donc par ici. Donc on est bien dans cette phase tardi-orogénique, mais le bassin sédimentaire houillé de Châteaulin est antérieur à la mise en place de ce granit. Donc là on a un grand bassin sédimentaire qui fait tout ça et qui est subdivisé, qui se continue ici par un bassin sédimentaire un petit peu plus petit. À partir de là, il se fragmente en deux. Et si on prend plutôt cette faille ici, on a bien un système de bassin en Poulapart, puisqu'on a une faille décrochante au sud et une faille décrochante au nord. Donc là, un très très grand bassin en Poulapart, mais comme je vous l'avais dit dans le cours en première année, un bassin en Poulapart, ça peut être à l'échelle complètement régionale. À la limite avec le bassin parisien, donc toujours en restant dans le massif armoricain, on retrouvait ici une grande faille décrochante. Donc comme toujours, il ne faut pas penser que les failles elles vont être immenses. C'est une faille qui est continuée par une deuxième faille, elle-même recoupée, qui continue par une troisième faille, et ainsi de suite. Donc cette faille est recouverte ici par des terrains qui sont plus récents. Et puis à nouveau ici un symbole de faille décrochante comme ce qu'on voit ici. Donc on a à nouveau ici une faille décrochante. Et puis alors ici ça a fonctionné en chevauchement parce que ça a été recomprimé après. Et donc on retrouve une zone de bassin en Poulapart avec à l'intérieur de ce bassin en Poulapart des plissements et puis clairement des chevauchements, des plissements ici, des plissements ici, des chevauchements là, j'ai inversé les deux. Et donc nous avons un bassin en Poulapart dont le contenu est plissé. Et si on voulait continuer sur des bassins sédimentaires plissés, mais pas en Poulapart cette fois-ci, puisque le contact ici est marqué avec un trait fin, donc tout ce contact-là est un contact sédimentaire, pas tectonique. Il y a peut-être une discordance, mais elle est une discordance angulaire, il n'y a pas de contact anormal tectonique. Néanmoins, on voit de nombreux plis. Donc là, on a de la couverture plissée, et puis ici, elle est faillée avec à nouveau des failles décrochantes, mais cette fois-ci d'un seul côté, donc ça ne mérite pas le terme de bassin en Poulapart. Par contre, ce petit secteur, ici, dans la mesure où il est limité par deux failles, peut être considéré comme un petit bassin en Poulapart. Donc beaucoup de couvertures houillères plissées, et dont une partie peut être prise dans des bassins, peut se déposer dans des bassins en Poulapart, qui eux-mêmes ensuite peuvent être recomprimés, ce qui fait qu'on peut trouver des chevauchements à l'intérieur même d'un bassin en Poulapart, des plis à l'intérieur même des bassins en Poulapart. Donc là, on se trouve sur le bord est du Massif central. D'ailleurs, vous pouvez vous repérer grâce au Jura qui est ici et la Bresse, avec le couloir du Rhône, la ville de Villeurbanne. Et donc, nous cherchons le bassin de Saint-Étienne. On repère ici une grande faille avec les figurés rectangulaires caractéristiques d'une faille normale. Donc, quand on voit ça, on pense bien sûr au fossé d'effondrement
de type Lyman que nous avons juste à côté. Donc on va regarder de l'autre côté. Mais de l'autre côté, nous n'avons pas une faille normale, nous avons au contraire un chevauchement. Et le bassin de Saint-Étienne est chevauché par ces terrains cambro-ordoviciens. Donc là, plusieurs hypothèses sont possibles. Peut-être que c'est effectivement un fossé d'effondrement, mais que par la suite, il y a eu un raccourcissement et que la zone supérieure s'est déplacée et est venue chevaucher ce bassin. Mais dans la mesure où vous ne voyez pas de faille normale de l'autre côté, pourquoi est-ce que ce ne serait pas comme ici, comme la petite Limagne, pas un vrai fossé d'effondrement, un fossé qui ne fonctionne que d'un côté, et puis si ensuite il y a un chevauchement qui se déplace par ici et qui masque complètement cette limite, bah vous ne pouvez plus savoir si c'était un contact normal ou si c'était une faille normale. Donc deux hypothèses possibles, soit c'est un vrai fossé d'effondrement et ensuite il y a eu un chevauchement, soit c'était un demi-fossé d'effondrement et il y a eu un chevauchement qui a masqué tout ça. Ici, alors je vais effacer un peu pour que vous voyez mieux. Donc plus au nord, nous avons bien des terrains houillés, pour lesquels toutes les limites avec les terrains environnants sont uniquement des contacts normaux, des contacts non tectoniques. Donc là, nous ne sommes pas dans un bassin en poule à part, nous ne sommes pas dans un fossé d'effondrement, nous sommes dans un pur contact tectonique. Mais il faut bien aller regarder, il y a tout un tas de petits points bleus, et tous ces petits points, dans la légende de la carte de France, sont en fait des traces qui sont notées volcano-sédimentaires. Donc un élément volcano-sédimentaire, ça veut dire que je ne vois pas que des roches volcaniques bien massives, par exemple ce n'est pas une coulée de basalte, mais ce sont des fragments de roches volcaniques. Donc par exemple, ça peut être dans un volcanisme un petit peu acide, vous avez des coulées pyroclastiques qui ensuite vont donner tout à fait ce genre de sédiments. Donc c'est peut-être ce que nous avons ici, et auquel cas, et bien sûr, il n'y a pas de contact tectonique entre ce qui était dessous la coulée et la coulée elle-même. Donc ce qu'on a considéré comme massif ancien, c'est bien sûr le massif central, le massif armoricain, mais on n'oubliera pas les Vosges, qui font partie aussi des massifs anciens. Donc tout ça, c'est le socle, puisque dans ces massifs, nous voyons essentiellement des roches cristallines. Donc c'est pour ça qu'on a du socle, un petit peu de couverture, mais on a surtout beaucoup de socle. La particularité du massif armoricain, c'est qu'il est mixte. Il y a bien sûr des terrains hercyniens, mais il y a aussi du socle cadomien, et en particulier au nord, on voit clairement du socle cadomien. Au centre, on voit de la couverture sédimentaire cadomienne et de la couverture sédimentaire hercynienne. En dessous, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a, mais quand il y a des massifs qui remontent, ce sont des massifs hercyniens. Et puis au sud, on a une partie typiquement hercynienne. Donc le massif armoricain est mixte, alors que le massif central, les Vosges, sont purement hercyniennes. On a repéré des éléments tectoniques compressifs, il y a des plis, il y a des failles inverses, il y a des chevauchements. Quand on regarde les orientations, ces tectoniques, ces éléments de tectonique sont à peu près parallèles les uns aux autres et sont à peu près nord-sud. Si on est un petit peu plus précis, ils forment une sorte de V. Et quand on arrive à les dater, tout ça date du début de l'orogénèse hercynienne. Du point de vue magmatique, on a aussi des marqueurs de subduction, donc aussi de la même période, 400-300 millions d'années. Donc les marqueurs de subduction, ce sont bien sûr les roches magmatiques calco-alcalines, et puis ce sont les ophiolites métamorphisés. Mais là, comme on récupère des ophiolites de forte profondeur, et qui sont restées pendant très longtemps à la base de la croûte, elles ont eu le temps de se réchauffer. Donc n'attendez pas un métamorphisme de basse température, haute pression, puisque on est à la base de la croûte. Cette croûte a eu tout le temps de se réchauffer. Donc les éléments métamorphiques induits qui caractérisent le fait qu'il s'agit d'une chaîne de collision, mais d'une ancienne chaîne de collision dont on récupère la base de la croûte, c'est un gradient de moyenne
température, pression intermédiaire puisqu'elle a eu tout le temps de se réchauffer. Du point de vue magmatique, on repère aussi des granites d'anatexie qui sont eux caractéristiques de l'extension tardi-orogénique, ce qu'on repère aussi par la présence de bassins sédimentaires, donc des bassins en poule-à-part. Là, c'est pas tout à fait vrai. Saint-Étienne n'est pas un bassin en poule-à-part. Ce sont ceux que nous avons vus du côté du massif armoricain. Saint-Étienne, c'est un bassin d'effondrement ou de demi-effondrement. Et puis, on a vu aussi que cette extension tardi-orogénique, c'est celle qui, à plus long terme, c'est-à-dire pendant tout le secondaire, alors que les bassins en poule-à-part fonctionnent au primaire, les bassins intracratoniques, eux, vont fonctionner pendant tout le secondaire. Donc une grande différence, les bassins en poule-à-part, ils fonctionnent pendant le houiller et ils s'arrêtent. Les bassins intracratoniques fonctionnent pendant tout le secondaire et débordent sur le tertiaire. On a vu aussi au passage de longs décrochements avec des bassins en poule-à-part qui accumulent les molasses, et les molasses, elles viennent bien sûr du fait que il y avait un relief. Le massif hercynien, il faisait 4000-5000 mètres de hauteur, donc quand il est érodé, ça produit des molasses comme n'importe quelle chaîne de montagne. Donc on arrive avec ces arguments à retrouver des éléments caractéristiques d'une chaîne de montagne de collision, des éléments en raccourcissement, des éléments caractéristiques d'une subduction, des éléments caractéristiques d'une collision, donc ça c'est toute la phase orogénique, et puis la deuxième phase d'extension tardi-orogénique qui montre la disparition de cette chaîne de montagne. Donc vous voyez que même dans une vieille chaîne de montagne, on ne récupère que la base de la croûte, néanmoins on arrive quand même à retrouver tous les indices caractéristiques d'une chaîne de collision. Mais cette chaîne de collision, elle se forme vers la fin du primaire. Alors ici, je ne rentrerai pas dans les détails, mais en fait, il y a 2 collisions avec des microplaques et c'est un petit peu plus compliqué que ce que nous avons vu pour les Alpes. Alors ce qui peut peut-être vous surprendre, c'est la différence d'altitude entre le massif central et le massif armoricain. Pour le moment, nous sommes en train de les décrire comme ayant exactement la même histoire, donc on ne s'attend pas à ce que le massif central soit de la moyenne montagne et que le massif armoricain soit quasiment plat. C'est parce qu'en fait, lors de l'orogénèse alpine, il y a des massifs des massifs anciens qui ont été surélevés. Et c'est bien sûr ceux qui sont le plus proches des Alpes. Donc le massif central est fortement remonté et les Vosges aussi. Donc c'est pour ça que bien tous les massifs anciens font partie du même ensemble, ils ne sont pas du tout à la même altitude aujourd'hui, ils sont à une altitude différente à cause de l'orogénèse alpine au tertiaire. Donc c'est une histoire bien postérieure, et pour reconstituer la formation de la chaîne de montagne hercynienne, nous n'avons pas à tenir compte de cet événement qui apparaît lors de la formation des Alpes. Donc l'idée essentielle à retenir, c'est que tous les massifs anciens français appartiennent tous à la chaîne hercynienne. Il n'y en a qu'un qui appartient en partie à la chaîne cadomienne, c'est le massif armoricain. Deuxième élément important, c'est que même quand vous avez affaire à un massif ancien, vous pouvez retrouver tous les indices de chaînes de montagnes de collision. La suturophyolitique se retrouve parce que la suturophyolitique, elle descend en profondeur, c'est le canal serpentineux, et donc on la retrouve aussi en profondeur. Simplement, le métamorphisme caractéristique à ce moment-là est un métamorphisme de collision, parce qu'on récupère la base de la croûte qui a tout le temps de se réchauffer, donc on n'a pas le gradient de subduction, mais de collision. Et puis les indices magmatiques sont beaucoup plus accessibles, parce que le magmatisme calco-alcalin, il se forme essentiellement à la base de la croûte, donc on en voit très peu dans les Alpes. Il faut avoir la chance qu'il y ait un peu de magma qui puisse remonter jusqu'en surface, donc ça c'est quelque chose de rarissime, alors que ça se fait beaucoup à la base de la croûte, et là comme nous échantillonnons la base de la croûte, il est très facile de voir du magmatisme calco-alcalin. Donc à bien retenir, le gradient métamorphique est un gradient de collision. Donc pensez bien qu'après la phase de subduction avec anomalie froide, la croûte continentale se réchauffe progressivement et revient vers un gradient géothermique normal. Et ensuite, quand elle se réétale, on a même un
petit gradient géothermique positif, ce qui fait la subsidence thermique. Donc le magmatisme, quand on cherche du magmatisme pour une chaîne de collision, il vaut bien mieux aller dans un massif ancien. Donc le magmatisme calco-alcalin, du coup, va se voir très facilement, et le magmatisme d'anatexie aussi, parce que justement, lui, il est forcément à la base de la croûte. On a une croûte en anomalie thermique et de l'eau, et c'est ça qui va former les fameux granites blancs, le cogranite riche en aluminium. Donc vous voyez que quand les géologues travaillent sur les modèles de chaînes de montagnes de collision, il leur faut des chaînes récentes pour avoir la structure tectonique fine, les écailles, etc. Mais il leur faut aussi des chaînes de massifs anciens pour comprendre ce qui se passe dans la croûte profonde. Notamment, si nous n'avions pas eu accès au massif ancien, on aurait grandement sous-estimé la part de magmatisme calco-alcalin et on serait passé totalement à côté du magmatisme d'anatexie.